Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on se demandera si les entreprises sont prêtes à faire face au deepfake. Ce sera dans quelques instants avec Joséphine Collin, avocate au barreau des Hauts-de-Seine. On parlera ensuite de l'ordonnance relative au crédit à la consommation avec Sophia Schreiby, avocate au sein de 26 Bastille Avocats. Et enfin, on parlera pollution industrielle et justice environnementale avec Hassan Ben Hamadi, avocat associé, fondateur de Adlan Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence ce Lex Inside, on va s'intéresser aux deepfakes, ces contenus falsifiés générés par l'IA qui posent de nombreux défis juridiques. Comment les entreprises peuvent-elles faire face à ces nouveaux contenus? Le droit français est-il suffisamment armé pour répondre à ces menaces? On en parle tout de suite avec mon invité, Joséphine Collin, avocate. Joséphine Collin, bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des deepfakes. Qui représente une menace croissante pour les entreprises. Est-ce que le droit français, il encadre spécifiquement ces contenus falsifiés générés par l'IA? Alors Arnaud, la réponse est oui, et depuis quasiment quelques mois. Aujourd'hui, les deepfakes, ces contenus extrêmement réalistes qui reproduisent les paroles et l'image d'une personne, y compris des lieux et des objets, font l'objet d'une incrimination incorporée dans le droit pénal depuis la loi pour la sécurité de l'espace numérique, dite SREN. Deux incriminations ont été prévues et sanctionne l'auteur du deepfake ou la personne qui diffuserait un tel contenu généré par une intelligence artificielle sans le consentement de la personne qui en fait l'objet ou sans que soit manifeste le fait qu'il s'agisse d'un contenu généré par l'intelligence artificielle ou sans mention de cette caractéristique. Donc on voit qu'il y a un cadre juridique. On va s'intéresser maintenant aux risques pour les entreprises. Quels sont les risques concrets pour les entreprises face à ces nouvelles menaces? Alors, le deepfake, il peut représenter un risque à plusieurs niveaux. L'entreprise peut être l'objet même du deepfake, c'est-à-dire que une personne malveillante, emprunterait les caractéristiques de cette entreprise, d'un de ses salariés en particulier, ou des éléments distinctifs, pour piéger quelqu'un, pour escroquer quelqu'un et obtenir de cette personne des fonds, des informations confidentielles éventuellement protégées par le secret des affaires, ou même des données personnelles. L'entreprise peut elle-même être victime d'un deepfake, auteur malveillant, et remettrait de tels fonds, des informations, des données, tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Au-delà de ça, le deepfake peut être utilisé pour propager des fausses informations sur les entreprises. Et là, on imagine très bien le type de risque. C'est d'abord un risque juridique, réputationnel et financier. Juridique d'abord parce qu'il faut gérer une procédure dans laquelle l'entreprise serait victime, donc partie civile, mais aussi on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l'entreprise elle-même engagerait sa responsabilité pour un défaut de sécurité, pour une violation de ses engagements de sécurité à l'égard de ses salariés. Et donc, l'entreprise doit faire face aussi à des coûts financiers générés par de telles procédures. Réputationnel, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer, parce que si on diffuse des fausses informations ou si on perpétue des escroqueries au nom d'une société, la confiance... Ça nuit à l'entreprise. Tout à fait, évidemment. Et financier, évidemment, parce qu'il faut gérer ces procédures, il faut gérer potentiellement une mise à niveau de la sécurité et de la cybersécurité de l'entreprise. On peut aussi imaginer que les assurances vont devenir de plus en plus chères et il faudra aussi former les salariés. Et tout ça va générer des coûts. Donc on voit que les risques sont nombreux, les coûts peuvent être importants. Face à cette technologie qui évolue rapidement, est-ce que le cadre juridique que vous avez décrit est adapté face à cette technologie qui évolue de façon rapide?
Adapter, c'est difficile à dire. Alors, on a quand même le droit commun qui est utile. On a les infractions d'escroquerie. On a la protection des données personnelles, qui est quand même maintenant aujourd'hui bien ancrée. On a d'autres dispositifs, la diffamation. Néanmoins, l'intelligence artificielle se développe extrêmement vite et c'est vraiment une course de vitesse. Sauf que la technologie va plus vite que le législateur et aujourd'hui, on voit que même les dispositifs récents sont vieillissants. Le règlement pour la protection des données personnelles n'a jamais été conçu avec l'intelligence artificielle en tête. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un décalage temporel qui est énorme. C'est de 2 à 4 ans entre l'apparition d'un risque et une disposition adaptée. Donc on se dit que les tentatives de législation sont peut-être un peu faibles et en tout cas pas assez rapides. Alors, on va s'intéresser aux plateformes qui diffusent ou rediffusent ces deepfakes. Concrètement, est-ce qu'on peut engager la responsabilité des hébergeurs ou d'une plateforme qui diffuse ou rediffuse des deepfakes ? Alors aujourd'hui, on a le droit commun qui est utile. La loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit le principe de notice and take down. C'est une responsabilité conditionnée de l'hébergeur. L'hébergeur, c'est celui qui met à disposition une plateforme sur laquelle un contenu va être diffusé, mais il n'en est pas l'auteur ni l'éditeur. Et cet hébergeur engage sa responsabilité si on a porté à sa connaissance l'existence d'un contenu manifestement illicite, c'est la condition posée par le texte, et si il ne l'a pas retiré promptement. C'est la deuxième condition pour engager sa responsabilité. Néanmoins, comme ce texte n'est pas adapté spécifiquement à l'intelligence artificielle, on sait que les deepfakes, par définition, sont extrêmement réalistes. Alors, est-ce que le caractère manifestement illicite va pouvoir être retenu exactement, promptement, retirer promptement un contenu? On sait que les fausses informations sont diffusées 3 fois plus vite que les vraies. Est-ce que la réaction sera suffisamment rapide pour être efficace, pour être utile? Alors, aujourd'hui, le régime est peut-être un peu léger. Néanmoins, la directive pour l'intelligence artificielle prévoit des nouvelles obligations pour les grosses plateformes. Il y en a 19 et parmi celles-là, on retrouve TikTok, X, Facebook, qui ont des obligations de transparence pour désigner tout le contenu qui serait généré par l'intelligence artificielle. Alors, on vient de voir la responsabilité des plateformes. On va s'intéresser maintenant aux auteurs. Est-ce qu'il y a une responsabilité des auteurs de deepfakes, une responsabilité pénale, par exemple ? Oui, beaucoup plus. Aujourd'hui, l'hébergeur, il a une responsabilité conditionnée, mais sa responsabilité ne sera jamais substituée à celle de l'auteur qui engage sa responsabilité pénale. Celui qui diffuse sans consentement de la personne un deepfake encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ces peines sont doublées lorsque le deepfake a un caractère sexuel ou que le deepfake est diffusé à l'aide d'un service de communication en ligne, autrement dit sur un site internet ou sur les réseaux sociaux. À côté de ça, l'auteur du deepfake engage également sa responsabilité sur le fondement du droit commun. On a l'escroquerie, la diffamation, l'usurpation d'identité. On peut même imaginer faux et usage de faux. Il y a quand même tout un dispositif pour punir les auteurs de deepfake. Donc on voit qu'il y a des sanctions qui sont importantes, un arsenal juridique. Au-delà de la répression, il faut s'intéresser aussi peut-être à la formation des directions juridiques, des entreprises, pour justement pouvoir repérer ces deepfakes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour former ces directions juridiques ? Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a une formation des salariés sur toutes les nouvelles pratiques technologiques qui nuisent aux entreprises, notamment le phishing. Aujourd'hui, on voit que dans les entreprises, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour permettre aux salariés de détecter de manière théorique du phishing, mais aussi il y a des mises en pratique, des tests. On peut tout à fait imaginer la même chose pour les deepfakes. Et de manière générale, il paraît évident que les directions juridiques doivent intégrer la notion de deepfake pour pouvoir réagir rapidement et être agile vu la rapidité à laquelle se diffuse ce type de contenu. On va conclure là-dessus. Merci Joséphine Collin. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'ordonnance relative au crédit à la consommation.
On poursuit ce Lex Inside. On va parler de l'ordonnance relative au crédit à la consommation. Quels sont ses objectifs? Est-ce une réponse suffisante aux dérives du crédit instantané? On en parle tout de suite avec mon invitée, Sophia Schreibi, avocate au sein de 26 Bastille Avocats. Bonjour Sophia. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de cette ordonnance relative au crédit à la consommation. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de cette ordonnance? Oui, alors pour reprendre un petit peu le contexte, c'est une ordonnance qui date de septembre 2025, qui vient de transposer en droit français une directive européenne qui date d'octobre 2023 et qui entrera en vigueur en novembre 2026. Cette ordonnance, elle a 3 objectifs principaux. La première, l'harmonisation dans le droit des États membres du droit de la consommation. Ensuite, la protection des emprunteurs en difficulté. Et enfin, la lutte efficace contre le surendettement. C'est les 3 grands objectifs de cette ordonnance. Concrètement et en application, la chose qui va être très importante, c'est le champ d'application de l'ordonnance, puisqu'on va voir intégrer à la protection du droit de la consommation des crédits à la consommation qui n'étaient pas concernés par Quel type cette de protection. crédit, par exemple? Par exemple, on va avoir des crédits de moins de 200 €, donc ce qu'on appelle des microcrédits, des crédits dits gratuits, des crédits de très courte durée, mais aussi les paiements échelonnés. Vous savez, c'est lorsqu'on fait un achat en ligne, on nous propose via ce qu'on appelle des BNPL de payer en plusieurs fois. Donc ces crédits-là, en l'occurrence, ce mode de financement-là sera inclus dans le champ d'application de cette ordonnance. Il y a d'autres crédits, notamment les contrats de location avec option d'achat. Ça, c'est très utilisé par les Français, notamment en matière d'automobile ou d'électroménager. Donc, il y a un champ d'application qui sera élargi et ensuite des dispositions plus précises, notamment qui vont porter sur les devoirs du prêteur. Le prêteur va notamment devoir modifier les informations précontractuelles actuellement délivrées aux consommateurs pour qu'elles soient plus claires, plus adaptées au profil et à la situation particulière des emprunteurs. Également, les prêteurs devront modifier les publicités. Donc, il va y avoir un encadrement de la publicité, une interdiction de mettre en avant le fait que le crédit est une amélioration de la situation financière des emprunteurs, comme ça peut être le cas parfois. Une interdiction également de mettre en avant les paiements différés. Donc, davantage d'obligations qui pèsent sur les prêteurs. Tout à fait. Davantage d'obligations et une obligation d'analyse de la solvabilité des emprunteurs, ce qui n'était pas réellement une obligation auparavant sur les crédits à la consommation. Et c'est souvent ce qui est reproché à ces acteurs du crédit. Tout à fait, oui. Donc là, on va avoir une obligation d'analyse de la solvabilité, un renforcement en tout cas de ce cadre-là, avec notamment la consultation, ce qui n'était pas le cas, des fichiers des incidents de remboursement des crédits. Alors, c'est des contraintes qui sont plus importantes selon vous? Oui, c'est des contraintes qui sont plus importantes et c'est surtout des contraintes qui seront imposées à des acteurs qui n'étaient pas concernés auparavant. Par les dispositions du droit de la consommation. C'est les acteurs qui sont, par exemple, ceux qui permettent l'échelonnement des paiements sur Internet, c'est ça? Tout à fait, les fintechs et les BNPL, comme je vous en ai parlé précédemment. Alors, est-ce que, selon vous, ces mesures qui visent à protéger le consommateur, elles seront efficaces? Alors, c'est l'objectif, qu'elle soit efficace. Pour la lutte contre le surendettement, il faut s'intéresser aux raisons du surendettement et aux statistiques actuelles. On a une étude de la Banque de France en 2024 qui vient nous exposer le fait que les crédits à la consommation représentent plus ou moins 43% de l'endettement global des Français. C'est important. C'est très important. Et d'ailleurs, ça ne prend pas en compte certains crédits qui n'étaient pas dans le champ d'application de la réglementation et qui le sont aujourd'hui, notamment les paiements différés et les microcrédits. Donc en réalité, on est à plus de 43% de représentation du crédit à la consommation dans l'endettement global des Français. Les situations d'endettement, actuellement, on peut les identifier. Il y a 3 grandes situations d'endettement. Il y a les gens les foyers français qui rencontrent des difficultés d'ordre structurel, socio-économique. Il y a des Français qui, sans nécessairement être en état de pauvreté, vont avoir des budgets limités et qui vont rencontrer des événements
notamment des pertes d'emploi. C'est 4 dossiers sur 10, la perte d'emploi dans les surendettements, qui vont... voilà, une situation de la vie qui va mettre à mal l'économie et l'équilibre budgétaire. Et ensuite, des foyers qu'on va considérer comme étant... qui a des comportements budgétaires à risque, mais ça, c'est très minoritaire. Et donc, les leviers qui sont mis en place, les leviers concrets qui sont mis en place par cette ordonnance vont effectivement aider, notamment avec des propositions, alors ça, c'est une obligation aussi pour les prêteurs, des propositions de rééchelonnement des crédits lorsque les emprunteurs se retrouvent en difficulté. C'est une nouvelle... un nouveau levier. Ce qui se passait, c'était quand on était au tribunal, quand on est surendetté, c'est le juge qui proposait de rééchelonner les dettes. Là, ça se passerait en amont, c'est ça ? Ça se passerait en amont, tout à fait. Et donc, ces leviers-là vont avoir un effet, en tout cas, on l'espère, sur les situations de surendettement. Mais comme les raisons qui conduisent et qui amènent les situations de surendettement sont variées, ça ne sera pas suffisant. Il faudra nécessairement que ce soit accompagné de prévention socio-économique et également d'une éducation financière des Français. Donc on a vu l'impact sur les consommateurs. Est-ce que, selon vous, les prêteurs sont prêts à intégrer ces nouvelles mesures qui sont plus contraignantes ? Alors, il y a 2 types de prêteurs. On va avoir les établissements traditionnels et on va avoir les nouveaux acteurs du marché. Et l'impact ne va pas être le même et donc leur capacité à se mettre en conformité avec ces dispositions ne sera pas appréhendée de la même manière par ces différents acteurs. Pour les établissements classiques, il y a une conformité, mise en conformité. Ça va être un travail de mise en conformité parce qu'ils vont déjà avoir tout en place, mais il faudra l'adapter. Bien sûr. Il faut savoir qu'il y a un délai qui est donné. C'est quoi comme délai ? Alors, on a jusqu'à novembre, le 20 novembre 2026, très exactement. Donc, il y a un délai qui a été accordé pour que tous les établissements puissent se mettre en conformité. Ça a été accordé en connaissance de cause, en se disant ça va être compliqué pour ces acteurs de tout revoir, notamment la publicité, toutes les informations précontractuelles. Il va falloir revoir les contrats, renforcer les systèmes de vérification de la solvabilité, puisqu'il y a une nouvelle obligation en la matière. Ça va surtout être très compliqué pour les nouveaux acteurs, puisque ces nouveaux acteurs n'entraient pas dans le champ de la réglementation la plupart du temps. Je pense notamment au BNPL, qui proposait les échelonnements, les paiements fractionnés. Ces crédits n'étaient pas appréhendés par le droit de la consommation. Donc, ils vont devoir mettre en place un process de création, tout simplement. Donc, pour les établissements traditionnels, il va y avoir un travail de mise en conformité. Et pour les nouveaux acteurs, ce sera réellement un travail de création. Et ça va impacter leur modèle économique. Parce que ces acteurs-là, leur stratégie marketing reposait justement sur la facilité d'accès à ces microcrédits, sur le fait qu'ils n'étaient pas appréhendés par cette réglementation. Et aujourd'hui, ils vont être soumis aux mêmes exigences de responsabilité que les plus gros établissements et les établissements traditionnels, et ça va être plus compliqué pour eux. Oui, parce que pour eux, c'est un changement de modèle. C'est un changement de modèle économique. Donc on va voir un peu comment tout ça va se mettre en place. Ouais. Merci Sophia Schreiby. Je rappelle que vous êtes avocate au sein de 26 Bastille Avocats. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler pollution industrielle et justice environnementale. Les pollutions industrielles posent des défis majeurs pour la justice environnementale. Comment mieux protéger les victimes et accélérer les procédures ? Pourquoi les procédures sont-elles si longues ? Les sanctions actuelles sont-elles réellement dissuasives ? On en parle tout de suite avec mon invité, Hassan Benhamadi, avocat associé chez Adlan Avocats. Hassan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la justice environnementale peine à répondre efficacement aux pollutions industrielles. On va s'intéresser tout d'abord aux obligations des industriels. Quelles sont les obligations de ces acteurs pour répondre aux pollutions environnementales ? Alors, très bonne et vaste question Arnaud. Je vous dirais spontanément que les industriels ont des obligations de prévention, mais également de limitation et malheureusement de réparation, enfin malheureusement quand le sinistre environnemental est arrivé. Et en matière environnementale, le problème, c'est que le sinistre ne se révèle que dans le temps long, bien après le fait générateur.
ce qui n'enlève rien à la complexité ensuite des procédures qui doivent identifier les acteurs de ce sinistre environnemental, établir le lien de causalité et évaluer les dégâts causés. Donc, un temps long pour la révélation du sinistre et un temps long pour les procédures. Alors, vous dites un temps long justement pour la révélation du sinistre, temps long pour les procédures. Qu'est-ce qui explique ce temps long des procédures? Ce temps long est expliqué par plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que la réglementation environnementale et le sinistre environnemental sont extrêmement techniques. Évaluer un sinistre environnemental nécessite, avant même de chercher qui en est l'auteur, de comprendre le type de pollution auquel on a affaire, ensuite établir un lien de causalité, c'est-à-dire identifier son auteur ou son origine, puis ensuite évaluer les dégâts ou dommages causés. C'est extrêmement technique. Les autorités doivent avoir recours à divers techniciens qui sont complètement surchargés, ce qui m'amène d'ailleurs aussi au deuxième facteur, c'est que les autorités sont sous-dotées. Alors, récemment, comme vous le savez, on a eu la création de pôles spécialisés, à Paris et à Marseille notamment. On a désormais des officiers judiciaires de l'environnement. On a l'OFB qui est de plus en plus active. Disons que les acteurs du droit pénal de l'environnement font vraiment de leur mieux, mais malheureusement... Il n'y a pas assez de moyens. Oui, malheureusement. Il y a un autre élément qui est important, c'est les enquêtes dans ce type de pollution, les enquêtes pénales. Concrètement, quels sont les freins aux enquêtes pénales ? Les freins aux enquêtes pénales sont un peu à l'image de ce que j'ai décrit. Les freins sont en fait des moyens qui manquent dans un domaine qui est extrêmement technique. Le fait que les sinistres environnementaux ne se révèlent que des années postérieurement et le fait que les industriels aient parfois disparu quand les sinistres se révèlent. Parfois, les industries sont même parties en liquidation. Donc, c'est ce qu'on appelle des pollutions orphelines. Voilà. Alors, on va revenir sur la lenteur des procédures. On a vu qu'il y a un manque de moyens, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer ces procédures ? Eh bien, figurez-vous que lors d'un échange récent qui a lieu avec un directeur juridique, je me suis aperçu que nous avions un outil redoutable en droit français, qui est la Convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale, qui n'était pas forcément utilisée par certains directeurs juridiques, pour une raison simple, c'est qu'elle était publique et publiée. Et en termes de communication, on a peur après de ce qui peut se passer. Oui, et d'ailleurs depuis 2020, en matière environnementale spécifiquement, on n'a que 22 CGIPE. Et ce directeur juridique, qui était le directeur d'un grand groupe de construction très connu, me disait que justement, lui, il ne conseillerait à son management de conclure une CGIPE que si, franchement, il ne voyait pas d'autre issue. Alors qu'en réalité, on pourrait peut-être réfléchir, par exemple, je réfléchis à cet outil, mais il y en a plein d'autres, mais on pourrait réfléchir à l'adapter pour que la communication ne se fasse que dans les cas les plus graves ou quand c'est nécessaire, parce que le name and shame reste quand même une sanction très adaptée. Et pour des cas où peut-être que l'aléa est plus fort, pouvoir laisser le parquet proposer que cette CGIPE demeure confidentielle. Parce que des industriels seraient tentés d'en conclure pour en finir vite, même si il n'est pas sûr qu'il soit à l'origine de la pollution. Alors, vous avez évoqué les sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions sont dissuasives pour les industriels ? Alors, les sanctions pénales, je vous dirais qu'on est dans un mouvement dans une tendance de renforcement de ces sanctions. Donc, l'effet dissuasif va s'accentuer. On a une directive qui doit être transposée d'ici 2026. En tout cas, la deadline est à mai 2026, qui prévoit que désormais les sanctions peuvent s'élever jusqu'à 5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise condamnée, ce qui est clairement dissuasif. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui est le plus dissuasif, c'est plus la sanction du tribunal médiatique. Et le name and shame, comme vous parliez tout à l'heure. Exactement. Le name and shame est redoutable, et absolument redoutable pour les entreprises qui parfois, malheureusement, se voient condamnées par le tribunal médiatique, alors qu'elles ne sont pas forcément à l'origine
des faits qui leur sont reprochés. Alors justement, on va s'intéresser aux victimes, à l'indemnisation des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, elle est suffisante ? Alors Arnaud, c'est une très bonne question et c'est malheureusement un très vaste sujet parce que c'est au cas par cas. Comme je vous le disais, l'établissement du lien de causalité est un problème, mais alors l'évaluation du dommage, du préjudice et le fait que le procès est extrêmement technique, il faut se dire une chose, c'est que quand une victime agit, il faut qu'elle ait recours à des spécialistes techniques, que ça coûte de l'argent. Le procès est long. Plus c'est long un procès, plus c'est coûteux. Donc, à la fin, est-ce qu'elle s'y retrouve ? Je ne pense pas toujours. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut articuler à la fois écologie, pénale, santé publique, protection des victimes ? Est-ce que ça, c'est possible d'avoir un cercle vertueux, entre guillemets, enfin, tendre vers ce cercle vertueux ? Est-ce que c'est possible ? Je suis un utopiste, donc je vous dirais, qu'on peut y arriver. En tout cas, tous les efforts sont faits pour pouvoir articuler de la manière la plus efficace ces sujets. Nous avons la création aujourd'hui de pôles spécialisés, mais j'ai ouï dire que dans certains pays, nous avions des juridictions qui connaissaient de toutes les phases et de tous les types de procédures en matière environnementale. Donc la même juridiction qui va traiter du côté administratif de l'affaire, du côté pénal et du côté civil. Ça veut dire qu'il faut aller vers davantage de spécialisation, selon vous ? Je pense qu'en la matière, et vu sa technicité, et je ne parle pas que de technicité juridique, vous l'aurez compris, je parle aussi d'ingénierie et de technicité environnementale, je pense que la spécialisation est un objectif auquel on doit tendre, mais auquel en réalité on tend déjà parce que le législateur fait de son mieux pour essayer justement de former des magistrats spécialisés, des enquêteurs aussi spécialisés. Justement, comment vous voyez l'évolution pour finir ? L'évolution, ce sera toujours plus de spécialisation, d'une prise de conscience croissante. J'ai en tête le rapport du parquet général de 2022 sur le contentieux environnemental qui avait à juste titre prédit une augmentation des cas pénaux, environnementaux. Je vois donc une augmentation des cas, une augmentation des magistrats. Et comme je vous l'ai dit, je suis un utopiste. On va conclure là-dessus. Merci Hassan Ben Hammadi. Je rappelle que vous êtes avocat associé, fondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.